c'est un génie. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France. La victoire de Pierre Gasly, il l'a fait. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre podcast hebdomadaire EJT Sport. Cette semaine, on a décidé de la jouer collectif et sport de glisse. Moi c'est Quentin Girard et je promets de vous servir un plateau de choc pour ce 7e épisode. L'entrée nous sera servie par le commentateur en devenir Romain Bréban. Il nous a fait vibrer au stadium ce dimanche et reviendra pour vous sur cette magnifique victoire du TFC face aux Bourguignons de l'AJ Auxerre. Pour continuer ce menu sportif, Amélie détournera notre chemin pour se rendre au chevet de nos handballeuses françaises. Elles disputent actuellement le championnat d'Europe en Suisse, en Autriche et en Hongrie. En guise de plateau de fromage, c'est Ludovic qui s'en occupera avec les brèves. Martin Fourcade, Léon Marchand ou encore Juan Martin Del Potro, préparez-vous à un tour de l'actu plein de gourmandise. Allez, place au football pour l'instant. Romain, le ballon rond toulousain était à la fête ce week-end. Salut Quentin. Ouais, c'était un excellent week-end pour Toulouse. On commence par les Violets qui se sont imposés ce dimanche 1er décembre face à Auxerre, sous les champs des Indians, venus nombreux pour célébrer leurs 31 ans. Un match maîtrisé de A à Z par les hommes de Carles Martínez-Novel qui ont su mettre la pression dès les premières minutes de jeu. Ça finit par payer à la 31e comme un symbole sur un plat du pied de Joshua King. Les Violets enfoncent le clou 7 minutes plus tard, pénalty dans la surface auxerroise transformé par le capitaine Vincent Siro. Les Toulousains ont su maintenir leur main mise sur le match jusqu'au coup de sifflet final avec à l'arrivée une victoire sur le score de 2-0. Un effort et une application à répéter face à Monaco samedi prochain. Pour Elisha Owuzu, présent en zone mixte, l'AJ Auxerre a subi une bonne piqûre de rappel, de quoi réveiller les hommes de Christophe Pélissier avant la réception du PSG vendredi prochain au stade de la Baie des Champs. Et c'est toute la Haute-Garonne qui a brillé sur les terrains ce week-end. Et oui, c'est la banlieue toulousaine qui a un peu volé la vedette au TFC. Samedi soir, la magie de la Coupe de France a repris ses droits dans le cadre du 8e tour. L'Union Saint-Jean, pensionnaire de Régional 1, recevait le FC Versailles, club de National 1. Sans grands espoirs, les présidents du club haut-garonnais, Daniel Nadalin et Jérôme Sudriez, étaient lucides. Pour eux, c'était le match du peuple contre la royauté. Une marche impossible à franchir sur le papier, et pourtant, la royauté est tombée aux mains du peuple. Dès la 3e minute de jeu dans un stade Georges Bénet plein à craquer, Mathias Capdeville ouvre le score, avant de voir Raffion doubler la mise 30 minutes plus tard. La réduction du score versaillaise à la 55e minute de jeu n'aura pas suffi. Grosse désillusion pour le club des Yvelines qui devra réagir pour la réception de Boulogne à Jean-Bouin vendredi. Le petit pousset toulousain va quant à lui continuer sa route vers les 32e de finale. Tirage au sort à venir ce lundi soir à 19h au Parc des Princes. Et on vous invite à suivre attentivement nos réseaux sociaux pour découvrir le prochain adversaire des hommes de Grégory Soroche. Merci Romain. On passe maintenant à l'actu nationale avec les filles du hand. Salut Amélie. Salut Quentin. Tu vas le faire. Pour la rubrique Natio de cette semaine, je vais vous parler de handball féminin et plus précisément de la Coupe d'Europe qui se joue actuellement. Cette compétition a débuté le 28 novembre dernier et oppose 24 équipes. Ces équipes sont réparties dans 6 poules avec 4 équipes dans chacune d'elles. Si tu calcules bien, Quentin, 6 x 4, 24, le compte y est. Cette année, l'Euro de hand se déroule dans 3 pays, l'Autriche, la Hongrie et la Suisse. Tu peux m'en dire plus sur l'équipe de France ? Oui, bien sûr. Le sélectionneur de l'équipe de France, Sébastien Gardiou, a retenu 19 joueuses pour cet Euro. Sur ces 19 joueuses, 15 ont été médaillées d'argent au JO de Paris 2024, à l'image d'Estelle Nzeminko, la capitaine de cette équipe française. Et où se situe l'équipe de France pour l'instant dans la compétition ? Alors pour l'instant, tout se passe bien pour nos Bleus qui ont gagné leurs 2 matchs. Le premier contre la Pologne avec une victoire assez large, 35-22, et un deuxième match beaucoup plus serré face aux Espagnols. Les Françaises s'en sortent quand même avec le score de 24-22. On peut d'ailleurs relever les belles performances des gardiennes françaises Atadou Sakho et Laura Gloser. Grâce à ces 2 victoires, l'équipe de France se qualifie déjà pour la phase principale qui se déroulera à partir du jeudi 5 décembre en Hongrie et en Suisse. Mais quelle équipe peut donner du fil à retordre à nos Bleus ? On va dire que la bête noire des Françaises a été et reste l'équipe norvégienne. Déjà parce que ce sont elles qui nous ont fait tomber en finale lors des JO de Paris 2024, et aussi parce que ce sont les tenantes du titre de cet Euro. Sur 15 éditions de l'Euro, de handball féminin, la Norvège en a remporté 9. Mais je vous rassure, cette équipe norvégienne n'est pas invincible puisque nos Françaises les ont battues en finale de Coupe du Monde l'année dernière.
On souhaite bon courage à notre équipe de France qui, on l'espère, sera sur le terrain le 15 décembre prochain à Vienne lors de la finale de cet Euro. On leur souhaite de décrocher le 2e titre européen de leur histoire après celui de 2018. Merci Amélie. Et maintenant, ça va aller vite, très vite. Aussi vite que la dégringolade du Sporting Club de Bastia au classement de la Ligue 2. On passe au brève avec Ludovic. Salut Ludo. Bonjour. Les sports d'hiver sont de retour et ça a repris fort avec le biathlon. Et oui, tout à fait, on est reparti ce 30 novembre à Kontiolahti en Finlande pour 3 mois de folie sur les pistes européennes. Quelques noms très connus parmi les Français, Quentin Fillon-Maillet, Émilien Jacquelin, Julia Simon ou encore Justine Bréza-Boucher. On s'attend à une nouvelle confrontation entre la Norvège, la Suède et la France, qui se sont d'ailleurs partagés les podiums en relais lors du premier week-end. La 2e place française est à noter pour les femmes et en mixte, et même la 1re place chez les hommes. La saison commence bien pour nos Bleus avec une nouvelle médaille olympique. Et oui, personne ne peut arrêter Martin Fourcade, même à la retraite. Nouveau champion olympique de mass start des JO de 2010. Non, il n'a pas rallumé sa Wii pour jouer à Mario et Sonic aux Jeux de Vancouver, c'est simplement Evgeny Uskouyugov qui a été disqualifié pour dopage 14 ans après. Le tribunal arbitral du sport a confirmé le retrait des médailles du Russe. Effet boule de neige, biathlon oblige, Fourcade devient le sportif français le plus titré de l'histoire des Jeux Olympiques. Avec 6 médailles d'or, il devance donc Teddy Riner et ses 5 breloques dorées. La lumière est aussi sur Letsile Tebogo et Sifan Hassan. Et oui, ce sont les nouveaux athlètes de l'année, lauréats des World Athletics. Premier africain champion olympique de 200 mètres, le Botswanais a également été désigné sprinter de l'année. Pas du goût de tout le monde, certains auraient préféré voir la distinction remise à Armand Duplantis, qui a battu son propre record du monde de saut à la perche plusieurs fois cette année. Chez les femmes, gefeliciteerd, Sifan Hassan, la néerlandaise a été reconnue athlète de l'année, notamment grâce à sa médaille d'or au JO de Paris au marathon, après avoir même couru les 5000 et 10 000 mètres. Et je vais pas me mouiller, mais toutes ces performances, ça mérite un peu de repos, non ? C'est l'avis de notre Toulousain Léon Marchand qui a annoncé renoncer au championnat du monde en petit bassin. Le nageur a indiqué être épuisé après une année 2024 très intense. On peut dire que ça coule de source après avoir enchaîné les performances stratosphériques, consacrées par 4 titres olympiques et des regards en tout genre. On lui souhaite de bien se reposer et d'ouvrir les vannes d'ici les mondiaux de Singapour à l'été 2025. En parlant de vannes, première victoire à l'extérieur pour les Bretons en top 14. Oui, les bleus et blancs étaient chauds comme la braise. Le week-end dernier, les Vantais ont renversé le stade Rochelet 14-23 grâce à des essais de Juan Bautista Pedemonte et Michael Rourou. Après avoir battu Lyon et Castres et presque fait tomber l'UBB à la Rabine, Vannes reste dernier mais n'a plus que 3 points de retard sur le Loup. Quant à La Rochelle, l'équipe rate le coche et reste 6e au classement. Un joueur qui va quitter définitivement les classements, c'est Juan Martín del Potro. C'est la saison des retraites chez les tennisman. Après l'Espagnol Rafael Nadal, c'est au tour de l'Argentin Juan Martín del Potro de raccrocher les raquettes. Lors d'un match d'exhibition surnommé El Último Desafío, l'ultime défi, le néo-retraité s'est imposé 6-4, 7-5 à la maison à Buenos Aires face à Novak Djokovic. Vainqueur de l'US Open 2009 et de la Coupe Davis 2016, c'est une nouvelle légende qui dit au revoir au monde du tennis. Et en parlant de légende qui quitte la scène, je te laisse la main, Quentin. Merci Ludovic. Direction le monde effréné du sport automobile avec Jean Côme. Apparemment, Alpine a bénéficié de bons résultats. T'es en studio avec tout l'attirail de l'équipe. C'est bien ça, Jean Côme? Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui? Oh, il nous casse les En effet, aujourd'hui j'ai sorti la casquette et le maillot Alpine, en bon chauvin que je suis, pour mettre à l'honneur les performances d'Alpine ce week-end au Qatar. Ce week-end, les Formule 1, Formule 2 et F1 Academy, la compétition automobile 100% féminine de la FIA, se sont partagés le tracé sinueux du circuit de Losail. Les multiples courses ont offert aux spectateurs des courses pleines d'enjeux et de rebondissements. Et s'il y a une écurie qui a pu satisfaire les Français dans les 3 catégories sur la piste, c'est bien Alpine. Et pour commencer cette carte blanche, on va parler des prouesses des pilotes de la F1 Academy. Et plus particulièrement d'Abby Pulling. La jeune Britannique, membre de l'Académie Alpine, a été sacrée championne du monde de F1 Academy ce samedi. Le bilan de la saison pour la pilote britannique est brillant. Avant même la fin de la saison, Abby Pulling, c'est 7 victoires, 7 pole positions, 5 meilleurs tours et 11 podiums. Retenez bien, elle a été sur le podium de chaque course depuis le début de la saison. Une petite fierté pour la jeune pilote du giron Alpine qui remporte une place en Formule 3 britannique au sein de Rodin Motorsport, l'écurie qu'il a vu évoluer en F1 Academy. Du côté des Françaises, Dorian Pain n'a pas déçu non plus. La dauphine d'Abby Pulling a commencé le week-end en décrochant la double pole position avant de remporter la première course avec 6 secondes d'avance sur Pulling. La pilote de Mercedes n'a pas eu à batailler lors de la deuxième course, celle-ci ayant été malheureusement annulée à cause de dégâts sur une barrière de sécurité.
Quant à la seconde pilote française, Lola Lovin-Foss, c'est plutôt une traversée du désert. La pilote de Charlotte Tilbury n'a pas marqué de points depuis le Grand Prix des Pays-Bas en août dernier et pointe en 14e position sur 16. On passe maintenant à l'antichambre de la Formule 1. En Formule 2, le petit protégé d'Alpine, Paul Aron, a remporté la course le dimanche, sa façon à lui de célébrer sa nomination en tant que pilote de réserve en Formule 1 pour l'écurie mère en 2025. Avec 28 précieux points dans la poche, le rookie estonien se relance dans la course au titre qui se décidera dimanche prochain au dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Et d'ailleurs, ce titre de F2 mérite d'être observé de près. Le combat sera rude entre le jeune Brésilien Gabriel Bortoleto, le Français Isaac Adjar et Paul Aron. Si le pilote alpine, 3e au classement général, a une maigre chance de remporter le championnat avec 20 points de retard sur les 2 pilotes devant lui, Isaac Adjar, 2e au classement, accuse un retard sur Bortoleto de, tenez-vous bien, 0,5 points. 0,5 points. L'écart a beau être infime, les enjeux sont géants à l'approche d'Abu Dhabi. Et ce n'est pas sans rappeler la dernière fois qu'un titre s'est décidé dans la capitale des Émirats Arabes Unis. Vous vous rappelez ? Bon allez, si je vous disais Verstappen-Hamilton 2021. Ah, ça vous revient, hein ? Espérons tout de même pour les concurrents que la bataille se jouera sur la piste et pas dans le bureau de la FIA. Et enfin, on passe à la catégorie reine de l'automobile, la Formule 1. Après une première moitié de course ennuyante jusqu'à ce qu'Albon se croie dans Mario Kart et se serve de son rétroviseur droit comme une banane, la deuxième moitié a été beaucoup plus attrayante. Avec une direction de course qui distribue des pénalités à la chaîne, une série de carambolages et des monoplaces faisant la toupie le long de la course, on avait plutôt l'impression de regarder un Open Lobby sur F1 2024 que les 20 meilleurs pilotes au monde se battant pour la victoire. Au final, on retrouve Max Verstappen premier comme d'habitude, mais on retrouve Pierre Gasly, 11e au départ, arrivé à la 5e place grâce à un soupçon de chance et une stratégie bien rodée. Une surprise assurément, mais une bonne surprise, qui permet à Alpine de dépasser Haas au classement constructeur avec les 10 points remportés. Pour Esteban Ocon, on pourrait dire que son bilan du week-end est à l'opposé de son homologue français. Qualifié dernier le samedi, il est la malheureuse victime collatérale d'un accident en chaîne provoqué par Nico Hülkenberg le dimanche. Le deuxième pilote alpine n'a même pas bouclé un tour du Grand Prix. Encore pire, il n'a même pas pu effectuer le premier virage. Double peine pour le pilote normand qui ne participera même pas au dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi, écarté par la direction alpine ce lundi pour anticiper l'arrivée de Jack Doohan à sa place pour 2025. Une décision qui tombe sans que les fans d'Alpine n'aient pu remercier Ocon comme il se doit. Pour rappel, Esteban Ocon chez Renault Alpine, c'est une victoire, 4 podiums et 309 points sur 5 saisons. Il y a un véritable goût amer de ne pas le voir terminer sa saison chez Alpine sans tour d'honneur et sans voir le dernier drapeau à damier de la saison. Bon, je ne vais pas m'égarer dans un biais d'humeur, Ludovic l'a fait bien mieux que moi dans un podcast précédent, mais pour remercier Esteban Ocon après tant d'années de fidélité, sous le giron Renault Alpine, il faut avoir l'art et la manière. Et en l'occurrence, les dirigeants n'ont eu ni l'art, ni la manière. Une conclusion regrettable et qu'on aurait pu facilement éviter pour un week-end qui s'était pourtant bien terminé pour nous fans d'Alpine. Merci JC, on t'aurait quand même pu mettre une chemise, mais bon. Merci à tous pour votre écoute attentive. EJT Sport, c'est déjà fini pour cette semaine. Pensez à nous suivre sur Instagram, Facebook, Twitter et YouTube. Merci à Romain, Amélie, Ludovic et Jean-Côme derrière les micros, Naïs et Daniel à la régie. On se retrouve dès mardi prochain pour un nouvel podcast. Et d'ici là, portez-vous bien et vivez sport.